Merci d'être là. Bienvenue à la 22e édition du Festival des Libertés, un festival culturel, politique, festif, c'est très important nos jours, subversif, et qui mêle concerts, théâtre, documentaires, débats, expos et même expériences. C'est bien sous ce label que nous avons placé les procès-fictions, conceptualisés et orchestrés par la Ligue des droits humains depuis 4 ans et qui remportent un succès fou. La thématique de cette année du festival, c'est la question des dominations. Et le concept même du procès-fiction résonne avec cette idée d'une société complexe, traversée par des intérêts et des enjeux divergents, inégalitaires et parfois difficilement conciliables. Le format procès oblige une certaine binarité. Je pense qu'il y a des acteurs de la justice ici dans la salle, mais dont vous, public, allez devoir prendre la responsabilité en votant. Mais le concept, lui, permet de s'emparer de sujets controversés et de les manier dans un format mêlant experts et gens de théâtre qui donne effectivement à vivre une expérience. Et c'est vraiment avec beaucoup de bonheur qu'on collabore avec la Ligue des droits humains. Et je cède la parole à son directeur, Pierre-Arnaud Perouty. Merci Juliette, merci à vous tous et toutes d'être là ce soir, malgré une actualité passablement anxiogène, que ce soit en Belgique ou à l'international. Voilà, c'est déjà la 4e édition, comme Juliette l'a dit, de ce procès. Si vous étiez là les fois précédentes, on avait mis en procès les violences policières, on avait mis les mesures sanitaires en procès, on avait mis l'année passée la question des placements d'enfants qui était délicate. Et donc ce soir, si vous l'avez vu dans le programme, c'est donc la question du droit au logement contre ou en face de la question du droit à un environnement sain. Alors voilà, le pitch ce soir, c'est un collectif militant qui occupe un terrain quelque part à Bruxelles pour préserver la haute valeur biologique de ce terrain. Et ce terrain appartient à une société de logement qui voudrait y construire du logement social. Donc voilà, toute ressemblance avec une situation réelle à Bruxelles n'est pas totalement fortuite, vous l'aurez compris. Alors, on sait à Bruxelles qu'il y a un besoin cruel de logements, et en particulier de logements sociaux, que les listes d'attente sont très très longues. On sait aussi qu'il est vital de préserver la nature, non seulement pour la biodiversité, mais aussi parce qu'il faut rendre les villes plus résilientes avec le changement climatique qui est déjà en cours. Et donc, dans l'idéal, on aimerait dire il ne faut pas choisir, c'est les deux. On veut préserver les deux, évidemment, et le droit au logement et le droit à un environnement sain. Mais voilà, dans certains cas, il faut choisir. Il y a des cas où on n'a pas le choix. Et vous êtes un peu dans ce cas-là ce soir, puisque vous êtes ce soir dans la peau d'un juge ou d'une juge, et vous allez devoir trancher. Alors on vous demande de jouer le jeu, on sait que ce n'est pas forcément confortable, qu'on n'a pas toujours envie de trancher, mais on vous demande de ne pas vous abstenir, puisque dans la vraie vie, un juge ne peut pas s'abstenir. Quand un cas lui est proposé, il ou elle doit trancher, sinon ce serait un déni de justice. Il ne peut pas juste dire « je ne sais pas, désolé ». Voilà, quelques petites infos pratiques avant que j'en termine là. Vous avez toutes et tous reçu une chronique de la Ligue dans laquelle se trouvent des cartons de couleurs qui vont vous servir pour voter. Rassurez-vous, ce sera expliqué tout à l'heure, donc on vous expliquera le code couleur. Il y a aussi un formulaire d'évaluation qui est toujours intéressant pour nous. Vous pouvez soit, à l'issue du spectacle, le remplir directement si vous avez de quoi écrire, soit scanner le QR code, soit encore nous envoyer un mail. Mais si vous le remplissez, donnez-le aux personnes qui se posteront à la sortie. C'est toujours intéressant pour nous d'avoir votre retour et même des suggestions de sujets pour les prochaines fois si vous en avez. Alors si le sujet vous passionne vraiment et que vous voulez prolonger, vous pouvez lire cette chronique que vous avez reçue de la Ligue. Il y a des super articles sur les deux sujets. Vous pouvez écouter aussi le podcast de la Ligue qui s'appelle « De quel droit on se chauffe » sur votre plateforme d'écoute préférée. Voilà, il me reste juste à remercier infiniment Sophie de la Colette pour l'écriture et la mise en scène. Fabrice Murgia pour la collaboration artistique, la COCOF, Bruxelles Laïque, le Centre des Arts Scéniques, le Théâtre National et évidemment la super équipe de techniciens qui nous a accompagnés toute la journée. Merci beaucoup et bon spectacle, bonne soirée. Madame Diallo! Madame Diallo!
Madame Diallo, vous êtes là? Madame Diallo, ici c'est Maître Vérard, huissier de justice. Madame, c'est dans votre intérêt d'ouvrir, madame. Je suis ici avec la police, avec un serrurier, et on est venu à 10h, c'était convenu, c'est l'heure, madame. Madame! Non, je n'ai rien convenu, moi. J'ai payé mon loyer, tous mes loyers depuis que je suis là. Laissez-moi! Madame, partir, c'est dans votre intérêt, madame. Vous savez bien que le bâtiment, il va s'effondrer. Votre propriétaire, il n'a pas entrepris les travaux. Madame, il faut partir. La ville a ordonné de vider le bâtiment. Je peux pas. Question de sécurité, madame. Je peux pas. Madame, tout le monde est parti. Reste que vous, je comprends. C'est difficile, mais c'est la procédure, madame. Madame! Je ne peux pas partir! Vous aviez le temps, vous pouviez avoir recours à l'aide sociale, madame. Vous pouvez être relogée, madame. Ah, vous n'avez jamais eu recours à l'aide sociale, hein? Pardon, madame, pardon. Non. Ça fait 8 ans que j'attends un logement, monsieur. 8 ans! Et même depuis que mon mari est parti, ben... Je sais pas. Madame! Non, arrêtez! J'en ai cherché des appartements, vous savez. J'en ai cherché. Mais on veut pas de moi. J'ai pas les moyens, monsieur, j'ai pas la bonne couleur de peau. J'ai pas le nombre d'enfants qu'il faut. Mais mes enfants et moi dans la rue, ça non! Madame, vous avez bien un parent qui peut vous héberger, non? Temporairement, vous avez une sœur? Ah oui, une tante. Une tente et un canapé pour faire dormir mes enfants et moi, vous appelez ça une solution temporaire? Nous avons déjà tous les 4 des problèmes respiratoires. C'est déjà un calvaire toutes les nuits. Mes enfants ont droit et ont besoin d'un lit, au moins ça. Madame, justement, c'est pour ça que vous devez quitter l'immeuble, madame. Vous prenez tous vos effets personnels, tout le reste, vous ne vous inquiétez pas, on va tout mettre dans un garde-meuble. Vous pourrez les récupérer quand vous voulez, madame. À mes frais, c'est ça? Oui, madame, mais si vous ne voulez pas les récupérer, vous pourrez signer une attestation comme quoi vous nous autorisez à détruire ce que vous n'emportez pas. Non. Madame, est-ce que vos enfants sont avec vous, madame Diallo? Mes enfants vont à l'école, monsieur. C'est bien, madame, tant mieux. Tant mieux? Tant mieux quoi? Madame, je suis désolé maintenant, il va falloir... Non, tant mieux quoi? Que quand je vais aller les chercher, ils ne seront pas rentrés chez eux? Qu'est-ce que je vais leur dire, moi, monsieur? Hein? Non? Aujourd'hui, il n'y a pas de table pour manger, pas de lit pour dormir, pas de toit pour vous protéger. Qu'est-ce qu'ils vont penser de leur mère? Madame, nous allons rentrer maintenant. Non, je partirai pas. On y va. Non, c'est chez moi ici. Arrêtez, c'est chez moi. Madame. Nous rejoignons immédiatement François Mazure. Tout est encore calme ici, dans le bâtiment de justice de paix du 7e canton de Bruxelles. Et pourtant, un vent de tempête risque bien de souffler sur cette affaire qui tient en haleine tout le pays, l'affaire de la friche, du Marais, des Cailles Blanches. Sur le terrain de la discorde, nous avons d'un côté les militantes et militants écologistes du collectif Zéro Béton. Ils campent depuis plusieurs semaines sur la friche et puis surtout, ils empêchent les tractopelles d'entrer. Et de l'autre, nous avons la société de logements sociaux Germinal qui s'impatiente. Son projet de construction est à l'arrêt et pourtant, elle obtient le feu vert des autorités communales pour bâtir. Alors, forcément, comment trancher entre le droit au logement des personnes précarisées et puis le droit à l'environnement, un environnement qui ne demande qu'à être sauvegardé. Alors, je vois en ce moment même entrer Madame la juge Rousseau et puis Monsieur le greffier Maas. Évidemment, ni l'un ni l'autre ne peut s'exprimer sur l'affaire à ce moment-ci, mais je peux vous dire que leur mission est compliquée et le verdict devrait tomber aujourd'hui. Cette zèle te sera un dame médiatique. Tu es stressé, toi, hein? Non, pas du tout. Enfin, si, complètement. Sacré dilemme. Ça me rassure que tu sois stressé, parce que moi aussi je suis stressé. Ah non! Ah non, non, non! Ah non, non, si on est deux, non, non, toi t'as pas le droit. Quoi? Ah bon, la loi interdit le stress pour les greffiers? Très drôle. Bon, on a reporté combien de dossiers aujourd'hui? Oh là là, alors 4 demandes d'expulsion pour non-paiement de loyer, 2 troubles de voisinage, 6 procédures de recouvrement introduites par une société de fourniture de gaz et d'électricité, une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, ça fait 13. Ah oui, et j'oubliais,
une nouvelle plainte de ce gars qui t'appelle toujours votre honneur, Oh tu non, vois. quoi. Alors là, c'est une nouvelle plainte parce que son voisin menace de mettre son chat sur un bûcher. Bon, ben, je sens que l'agenda des prochaines audiences risque d'être surchargé. Mais tant pis, la résolution de ce litige nécessite tout le temps de l'audience. Allez, respire. Ça va bien se passer. Tu es prête? À toi l'honneur. Très bien. Votre honneur. Mesdames, Messieurs, le tribunal. Asseyez-vous, je vous en prie. Je déclare ouverte cette audience de la justice de paix du 7e canton de Bruxelles. Le tribunal que j'ai l'honneur de présider aujourd'hui est un tribunal de proximité qui a pour vocation de traiter des affaires civiles que l'on peut qualifier de privées pour les citoyens. C'est également le tribunal compétent pour connaître des litiges relatifs aux conflits locatifs et toute contestation relative aux locations d'immeubles. C'est un tribunal qui se veut proche des propriétaires, proche des citoyens. Bref, avançons. Aujourd'hui, nous traitons un dossier exceptionnel, n'est-ce pas, monsieur le greffier? En effet, le dossier dit de la friche du Marais des Cailles Blanches, madame la juge. Les parties sont-elles présentes ou représentées? Oui, madame la juge. Nous avons la Société publique de logements sociaux Germinal et son directeur, monsieur Lambotte, accompagné par madame Diallo. Et cette partie sera représentée par maître Alonso. Et de l'autre côté, nous avons la partie adverse, madame Jadoul, porte-parole du collectif Zéro Béton, représenté par maître Gioé. Très bien, très bien. Alors, débutons. Madame la juge. Oui. Rappelez-vous, nous devons préciser les nouvelles directives du ministre suite à la dernière réforme de l'État. Ah oui, c'est vrai. Où avais-je la tête? Il y a tellement de réformes en ce moment qu'on y perd son latin. Pourriez-vous nous rappeler quel format va prendre cette audience, monsieur le greffier? Bien sûr, madame la juge. Comme votre tribunal est un tribunal de proximité, la circulaire Van Quickenborn 17 de 2023 nous autorise à présent de demander au public de trancher ce litige et donc de déterminer qui obtiendra gain de cause à l'issue de cette audience. Cher public, chers jurés, ce soir, vous allez avoir la lourde tâche de rendre la justice, c'est-à-dire d'entendre les différentes parties exprimer leurs points de vue respectifs, de soupeser les arguments des uns, des unes et des autres, et d'écouter les différents experts et expertes que nous avons invités, et enfin, de déterminer quelle décision devra prendre ce tribunal. La question qui va vous être posée ce soir est de savoir si notre tribunal doit ordonner l'expulsion de madame Jadoul, ici présente, ainsi que de tout le collectif Zéro Béton, qui occupe la friche du Marais des Cailles Blanches sans titre ni droit depuis plusieurs semaines, empêchant de ce fait la demanderesse, la société Germinal, de procéder à la construction de logements sociaux et privant les futurs locataires, dont madame Diallo, ici présente, de bénéficier d'un logement salubre. Donc, la question que vous, membres du jury, allez devoir répondre ce soir est: madame Jadoul et le collectif Zéro Béton doivent-ils être expulsés de la friche, oui ou non? Vous avez reçu pour ce faire 2 cartons à l'entrée. Gardez-les bien précieusement, ils vous serviront pour le vote à l'issue des débats. C'est le moment de prêter serment. Mesdames et messieurs les jurés, levez-vous, je vous prie. Monsieur le greffier. Merci, madame la juge. Vous promettez de remplir vos fonctions de juré avec impartialité et indépendance, de respecter la loi et la justice. Vous jurez d'écouter avec l'attention la plus scrupuleuse les arguments développés par toutes les parties au procès,
en vous débarrassant, tant que faire se peut, de vos partis pris et de vos préjugés, en votre âme et conscience, levez la main droite et dites « je le jure ». Merci. Vous pouvez vous asseoir. Silence, s'il vous plaît. Je donne à présent la parole à Monsieur Lambotte, directeur de la Société de logement Germinal. Monsieur, pouvez-vous vous présenter et nous préciser votre demande? Je suis Luc Lambotte, directeur de la Société de logements sociaux Germinal, propriétaire du terrain de la friche du Marais des Cailles Blanches. Et quelle est votre demande? La Société Germinal demande l'expulsion des zadistes, Madame la juge. Ce ne sont pas des zadistes, comme vous dites, mais j'entends que vous parlez des militants et militantes écologistes qui défendent la zone de la friche et qui constituent le collectif Zéro Béton. Enfin, appelez-les comme vous voulez, Madame la juge, mais il faut bien reconnaître qu'ils mettent un sacré boxon. C'est catastrophique, le projet est bloqué depuis trop longtemps. Le collectif occupe le terrain depuis le 2 septembre, soit exactement 1 mois et 15 jours. Oui, c'est ça, mais après tant d'années, c'est plus tolérable. Que voulez-vous dire? On parle de quelques semaines, là. Écoutez, il y a 20 ans, on aurait pu construire 400 logements sociaux sur ce terrain. Mais les partis de la majorité communale ont bloqué et ça n'a pas été possible. Et à l'époque, pas pour des raisons écologiques, hein, croyez-le bien. Tout le monde disait du logement social, ok, mais pas chez nous. Alors, il y a 15 ans, Madame la juge, on a réduit le projet à 220 logements, mais là encore, blocage. Il y a 8 ans, on a échoué à négocier 180 logements. Aujourd'hui, on demande modestement 160 logements, 100 logements sociaux et puis 60 logements de taille moyenne qui permettront de préserver le terrain en zone verte. Bon, monsieur le greffier, pouvez-vous projeter le plan du terrain, s'il vous plaît? Bien sûr. Voici. Alors, on voit là sur la droite le projet constructif. Vous avez 160 logements, donc 8 unités de 20 appartements. On a tout, Madame la juge, on a un accord politique, on a un permis de bâtir, et puis là, paf, on est bloqué. Des tentes, des banderoles, des toilettes sèches et je sais quoi encore. Vous verrez ce terrain, Madame la juge, c'est un bazar pas possible. Je ne comprends pas ces jeunes. Ils veulent aucun habitat sur la zone, mais eux, ils ne se gênent pas pour l'occuper, la nature, et puis illégalement encore. Enfin, on a mentionné 11 occupants sur le terrain, c'est pas non plus un festival. Peut-être. Mais ça me dépasse de voir un projet bloqué comme ça, si près du but. On vient tout foutre en l'air alors qu'on a un projet social qui est sur le point d'aboutir, Madame la juge. Vous savez, on s'est battu pour que ce terrain ne tombe pas entre les mains de sociétés immobilières privées ou bien de promoteurs de tout poil. Le projet, je le répète, et je l'ai dit, n'occupe que 28% du terrain. Et encore sur la partie la moins riche en biodiversité, la friche. Ce n'est pas tout à fait exact, puisque si je lis les pièces du dossier, votre projet de construction implique aussi d'assécher une partie du marais et d'utiliser ce qu'il en restera comme bassin d'orage. Vous abattez aussi 6 arbres, mais vous préservez en effet les arbres centenaires du bois en zone est, ainsi que la partie sud, aujourd'hui utilisée comme terrain agricole par la ferme La Finquita. C'est donc la friche à l'ouest et une partie du marais qui sont vouées à être construites. Mais pourquoi bâtir sur ces parties-là du terrain, Monsieur Lambotte? Pourquoi? Mais parce qu'on a besoin de cet espace, Madame la juge, pour construire de l'habitat moyen, des immeubles de taille moyenne. Le propos n'est pas de construire des HLM, où les gens vont être entassés les uns sur les autres. On veut créer un cadre de vie agréable. Alors certes, dans une commune de Bruxelles qui est déjà relativement densément peuplée, mais où il y a un besoin cruel de logements sociaux. Est-ce que vous savez, à Bruxelles, combien de familles sont en attente d'un logement social? 52 000. Je le répète, Madame la juge, il y a urgence à construire du logement social. La société Germinal que je représente endosse une lourde responsabilité à l'égard de ces familles précarisées. On leur a promis une entrée dans les logements à l'été 2024. Et on n'y est pas. Mais on n'y est pas du tout. Ce retard les met dans une situation de vulnérabilité augmentée. Certains vivent dans des conditions absolument déplorables et d'autres qui viennent d'être expulsés, on ne sait même pas où les reloger. Mais justement, 52 futurs bénéficiaires des logements ont constitué un comité de plaignants et de plaignantes et ont signé la pétition que j'ai ici sous les yeux et que vous avez initiée.
Ce comité est aujourd'hui représenté, tout comme vous, Monsieur Lambotte, par Maître Alonso. L'une des membres de ce comité, Madame Aïssatou Diallo, est présente aujourd'hui. Nous allons l'écouter. Je vous remercie pour vos éclairages, Monsieur Lambotte, et j'invite Madame Diallo à nous exposer sa situation. Madame Diallo, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous préciser quelles sont les circonstances qui vous amènent à vous joindre à la demande de la Société Germinal? Les circonstances? Oui, enfin, pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer votre situation familiale? Je m'appelle Aïssatou Diallo, j'ai 32 ans, j'ai 3 enfants. Marianne, l'aînée, a 9 ans, Abderrahmane a 5 ans et le petit dernier, Lamine, a 3 ans et demi. Je vis seule avec eux. Mon mari et moi, on est séparés depuis 3 ans maintenant. Lamine avait alors 6 mois lors de votre séparation, c'est bien ça? C'est ça. Et vous avez dû quitter votre logement? Oui, on louait un appartement pas très loin d'ici, dans le centre, à Nessens. Mais seule, je n'arrivais pas à payer le loyer. Et avec un bébé de 6 mois, c'était compliqué de reprendre le travail. Et j'ai essayé, mais j'ai eu un problème de hanche à cause des ligaments. J'arrivais plus à tenir debout trop longtemps. Et l'allaitement, ça peut fragiliser. Vous travaillez dans quel secteur, Madame Diallo? Aide ménagère. Mais j'ai arrêté maintenant parce que la douleur revenait trop. Mais je fais une formation d'auxiliaire administratif pour devenir secrétaire, pour faire l'accueil, des choses comme ça. Vous voyez, j'aurais fini cette année. Ah. Et où êtes-vous parti habiter lorsque vous êtes séparés, votre mari et vous? Ça a été très difficile. J'étais déjà sur liste d'attente au CPS pour un logement. Mais même si ma situation avait changé avec la séparation, je n'ai pas eu droit tout de suite. Mais ils m'ont dit que je devais attendre moins d'années. 5 au lieu du temps. Ce point mérite une petite précision. Il existe en Belgique un système de points de priorité dans l'accès au logement. Pour être en tête, vous devez avoir le plus de points possible. Selon votre situation, vous obtenez par exemple 5 points. 5 points si vous êtes en situation de transit ou si votre logement a subi un événement calamiteux comme une inondation par exemple. Enfin bref, un système à la belge, complexe et kafkaïen, il faut bien le reconnaître. Donc si je comprends bien, vous avez bénéficié de quelques points supplémentaires en 2020, mais pas suffisamment pour être relogé immédiatement, c'est bien ça? Qu'avez-vous fait alors? Eh bien, j'ai cherché un appartement avec mon budget et 3 enfants. Mais il n'y avait pas grand-chose et ça a été à chaque fois un refus. Vous auriez dû voir la tête des propriétaires quand ils ouvraient la porte. Une femme noire et 3 enfants, ça ne fait pas vraiment bonne impression. Mais une amie, Blanche, m'a aidée. Elle prenait les rendez-vous à son nom, mais ça n'a pas marché non plus. Le seul qui vous a accepté, c'est un marchand de sommeil, c'est ça? Non, mais au début, je vous jure que je ne savais pas que c'était illégal ce que faisait ce monsieur. C'est une connaissance qui me l'avait renseigné parce que lui, au moins, il acceptait tout le monde. Non, Madame Diallo, ce n'est pas vous la responsable, ne vous inquiétez pas, mais il est important de tout nous expliquer. Comment était ce logement? C'était un 2 pièces avec une chambre pour nous 4. Il y avait une douche et une toilette qu'on partageait avec les autres locataires sur le palier. Et quand je suis arrivée, le propriétaire avait mis un nouveau papier peint. Et c'est vrai que ça sentait bizarre. Et puis, les taches sont apparues. Ça pourrissait. On ne pouvait pas... Bien respirer? Merci. On ne pouvait pas... avec l'humidité, avec les problèmes électriques, on ne pouvait pas utiliser le chauffage électrique. Alors, on avait tout le temps froid. Mes enfants ont commencé à avoir la respiration qui siffle. Moi aussi, je respirais mal. On a été fort malades. Et finalement, comme le bâtiment n'a pas été mis aux normes par votre propriétaire, la ville a décidé de le condamner et de vider le bâtiment pour le détruire. Et vous avez donc dû partir. J'ai été expulsée, Madame la juge. Et on ne vous a pas relogé? Non. Mais le CPS m'a parlé des nouveaux bâtiments sur cette friche. Ils m'ont dit, vous êtes propriétaire. Vous allez pouvoir signer un bail bientôt. Et j'ai pas rêvé, Madame le juge. C'était le plus beau jour de ma vie. Mais maintenant, là, tout tombe à l'eau.
C'est plus possible, madame le juge, d'aller de canapé en canapé avec 3 enfants. Je suis sans domicile fixe, voilà ce que je suis. Bien. Merci, madame Diallo. Manifestement, vous n'êtes pas la seule à être dans une position de vulnérabilité comme celle-là. 52 personnes ont signé la pétition. On peut supposer que leur situation n'est pas beaucoup plus enviable. Nous allons à présent entendre la partie défenderesse. Madame Jadoul, vous êtes ici en tant que porte-parole du collectif Zéro Béton que vous avez cofondé. Vous occupez le site depuis 1 mois et 15 jours. Pourquoi avez-vous constitué votre collectif et choisi d'occuper la friche? Je n'arrivais plus à dormir chez moi. Vous pouvez préciser? Madame la juge, à la fin de ce procès, 7 espèces auront disparu de la planète. Elles seront 150 demain à la même heure. Les statistiques disent que dans les 10 prochaines années, on va potentiellement vivre 20 vagues de chaleur, 4 incendies, 5 inondations. Ici même, dans cette région d'Europe. En 2050, j'aurai 50 ans, on atteindra les 45 degrés à Bruxelles et encore plus de gens mourront à cause des vagues de chaleur. La forêt de Soigne ne sera plus un refuge parce que les hêtres ne résistent pas non plus à la chaleur. Et tout ça, c'est rien, comparé à d'autres régions du monde qui subissent déjà des phénomènes bien plus graves. Regardez juste cet été, en fait. Les feux de forêt au Canada, les tornades en Italie, les canicules en Europe, aux États-Unis, en Chine, ça crame partout. C'est notre espèce, la prochaine vouée à disparaître. Alors non, madame la juge, je ne dors pas bien. Je comprends votre inquiétude face au dérèglement climatique dans le monde, mais quel rapport avec votre occupation de la friche? Mais tout. Vous voyez pas que c'est directement lié? Comment voulez-vous que notre ville soit résiliente si on continue de la bétonner? Surtout que là, pardon, madame la juge, en fait, on est en train de parler du dernier espace sauvage au cœur de Bruxelles. Le dernier. Quand j'ai appris ça, je ne pouvais plus rester chez moi, à me dire « Tranquille, on va laisser faire, encore détruire le vivant ». Non, il fallait que je fasse quelque chose. Oui, et vous avez donc décidé d'occuper la friche avec 10 autres membres de votre collectif. Collectif qui réunit aujourd'hui 8650 membres bruxellois, d'après le rapport. Je ne suis pas la seule à ne plus savoir dormir, madame la juge. Et vous dormez mieux depuis que vous campez sur la friche? À votre avis? Vous ne voyez pas que rien ne bouge au niveau politique? Au moment des grèves pour le climat, j'étais dans la rue tous les jeudis avec des milliers d'autres jeunes. On a vraiment cru que ça allait changer les choses, qu'on allait sensibiliser les gens, les politiciens. Qui s'en souvient aujourd'hui? Zéro changement. Fallait pas trop bousculer les intérêts des entreprises fossiles et immobilières. On fonce dans le mur. Et c'est OK, tout le monde le sait, tout le monde s'en fout. Bon, madame Jadoul, pouvez-vous être un peu plus explicite sur vos motifs? Pourquoi est-il impensable pour votre collectif de construire des logements sociaux sur la friche? Alors déjà, ça ne concerne pas que la friche. Ça, c'est le discours des médias. Ça concerne aussi le marais, vous l'avez dit tout à l'heure, et des arbres qui le bordent et qui vont être abattus. Est-ce que vous pouvez remontrer le plan, monsieur le greffier? Non, c'est à moi de demander ça. Monsieur le greffier, le plan, s'il vous plaît. Détruire la friche et le marais, c'est détruire tout l'écosystème du site. C'est faire disparaître un tas de larves, de plantes, de chenilles, de pollinisateurs, etc. On va briser un corridor écologique aussi. Des oiseaux migrateurs, ils font toujours escale. Bétonner l'endroit, ça va créer une fracture sur leur parcours. Oui, mais le marais va être asséché en partie, pas détruit totalement. Suffisamment pour perdre son rôle d'habitat naturel pour plein d'espèces. Et suffisamment pour se montrer beaucoup moins efficace pour rafraîchir la zone. Surtout que là, le projet, c'est aussi d'abattre 6 arbres. Mais c'est une aberration, en fait. Tout ce béton-là, ça va créer un nouvel îlot de chaleur. Nous, ce qu'on veut, c'est un moratoire pour protéger ce terrain, pour que Bruxelles reste viable pour tout le monde dans les années à venir. Et ça concerne bien sûr les plus âgés et les plus vulnérables. Oui, mais vous comprenez aussi que des milliers de personnes sont dans une autre situation d'urgence, celle d'un besoin vital de logement. Cette situation risque par ailleurs de prendre de l'ampleur si nos villes doivent accueillir des réfugiés climatiques. Il faut pouvoir les loger. Oui, c'est vrai. Mais comprenez-moi bien. Avec le collectif Zéro Béton, nous ne voulons pas nous opposer aux personnes en demande de logement. Évidemment qu'il faut les loger, mais faisons-le ailleurs. On parle de combien de logements vides encore à Bruxelles? Entre 17 000, 20 000? Pourquoi on n'en fait pas quelque chose? À nouveau, qui n'a pas la volonté politique de se bouger à ce niveau-là?
Peut-être que la situation n'est pas aussi simple que cela. Madame Sarah Delatte, experte sur la question de la crise de l'accès au logement à Bruxelles. Si vous prenez la friche, on prend le tribunal. Si vous prenez la friche, si vous prenez le marais, si vous prenez nos arbres, Laissez-nous travailler. Sortez. si vous prenez la friche, Sortez, s'il vous plaît. nous sommes le collectif Zéro Béton. Allez, sors. Allez. Prenez, c'est ça. Vous faites quelque chose, vous? Non, mais ça va, ils vont dégager, Ok les gars, ça y est, on est en plein live, on y est, vous avez prévenu, c'est le moment, on est au tribunal. Oh les gars, on bombarde les réseaux, à tous les politiques qui nous regardaient, il est temps de prendre nos responsabilités. Hashtag prenez vos responsabilités, pas notre avenir, on bombarde les gars, on bombarde. Madame la juge, permettez-moi de vous offrir une oasis fraîcheur dans ce désert de chaleur. C'est ça, mais c'est de la tête partout. C'est une manière de faire ça. Si vous croyez que ça nous fait rire de faire ça, c'est pas un choix en fait pour moi. C'est pas un choix pour nous. C'est une nécessité, c'est une urgence, parce que nos politiques ils foutent rien. Parce que la justice, elle fait rien. Regardez où on est là. Nous, ce procès, on n'en veut pas. Pas de nature, 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 pas de nature. Et votre planète, vous la voulez bleue ou vous la voulez bien cuite? Putain, c'est trop tard. Putain, c'est trop tard. Putain, c'est trop tard. Putain, c'est trop tard. C'est pas faire notre travail, Madame la juge, bientôt, les gosses seront comme ça, en plastique. Pourquoi? Parce qu'on ne voudra plus en faire. On veut pas qu'ils vivent une vie de merde dans notre monde de merde. Nous sommes à la moitié du procès. 4 espèces ont déjà disparu de la surface de la planète, sacrifiées sur l'autel du béton. Tic, tac, 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 tic, tac. Dehors. Merci. Mesdames et messieurs les jurés, Madame la juge, Oui. je suis maître Pétel. Avec un L. Pétel avec un L, oui. L comme lumière, comme lombric. Lombric, oui, ça vous va bien, tiens. Monsieur Pétel. Voilà, je suis mandaté par les habitants de la friche. Ah non, non, les habitants de la friche sont déjà représentés par Maître Gioé. Alors, non, Madame la juge, je ne parle pas de ces habitants, mais des autres. Les autres? Mais quels autres? Madame la juge, il y a sur ce terrain des arbres centenaires, des hyménoptères, des tritons cendrés. Vous voyez ce que c'est, des tritons cendrés? Non, pas vraiment. Non, Moi non plus. ça m'aurait étonné. Des petits gravelots, hein, c'est-à-dire une masse d'êtres vivants concernés par les débats qui vous occupent aujourd'hui et dont on ne tient absolument pas compte, qui n'ont aucune voix au chapitre, et ce, malgré le fait qu'ils soient purement et simplement condamnés à l'extermination. Oh, Oui, ça va, ça va. bon. Oui, oui, j'entends bien, Maître Pétel, mais ces choses n'ont pas la personnalité juridique. Elles n'ont pas le droit d'intervenir dans un procès. Détrompez-vous, Madame la juge, parce que si l'animal est reconnu depuis presque 10 ans maintenant par le Code civil comme un être vivant, doué de sensibilité et non plus comme un bien meuble, mais ça vous devriez le savoir, alors cela vous surprendra certainement davantage d'entendre que de multiples entités naturelles comme le Gange, en Inde, la rivière Magpie au Québec, ont obtenu, et parmi bien d'autres, une personnalité juridique leur permettant de défendre leurs droits. On est en Belgique. On est en Belgique ici. Bon. Pas en Inde, hein. Si bien évidemment de telles entités ne peuvent
par elles-mêmes, ni revendiquer leurs droits, ni même assurer leur défense devant un tribunal. Cela tombe sous le sens. Elles parlent. Mais peut-être ne les entendez-vous pas, Madame la juge, lorsqu'elles parlent. Comme si c'était votre responsabilité. Lorsqu'elles s'assèchent ou qu'elles débordent, elles parlent. Lorsqu'elles brûlent, elles parlent. Non ? Laissez faire la justice, s'il vous plaît. Alors peut-être qu'ici, dans ce qui nous occupe, pourrions-nous changer de paradigme et qu'au lieu de se demander ce que nous voulons, hein, c'est une chose que nous avons coutume d'oublier, nous, êtres humains, nous ne sommes pas seuls sur Terre, nous ne sommes pas seuls en ville et nous ne sommes pas seuls sur ce terrain. Merci. Peut-être, aujourd'hui, serait-il plus judicieux de se demander pour une fois que veut la friche. Bon, allez, merci, dégagez. Maître hein. Pétel avec un L, hein, c'est C'est ça ma conclusion. Votre demande est irrecevable. On appelle votre bâtonnier, d'accord? Bon, allez, tout le monde en dort. discutera. On en discutera. En tout cas, je retiens votre tête. Merci. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Incroyable. Bon, et vous, Mesdames Jadoul, nous verrons quelle est votre part de responsabilité dans tout ça. Dehors, j'ai dit. Regardez-moi ça. Bon. C'est le bordel. Mesdames et messieurs, mes excuses pour cet incident. Reprenons le cours de l'audience. Il est plus que temps d'entendre l'experte sur les questions du logement. Il s'est vu sauvagement couper l'herbe sous le pied, si vous me permettez l'expression. Madame Sarah Delatte, vous travaillez depuis plusieurs années sur la crise de l'accès au logement à Bruxelles. Vous êtes là pour nous faire part de votre expertise sur le terrain. Nous vous écoutons enfin. Bonsoir. Je voudrais commencer par montrer une vidéo réalisée avec l'aide de l'Union des locataires maroliennes. Très bien. Monsieur le le greffier. logement social, j'ai dans ma tombe quand ils vont me donner. J'ai 60 ans, alors j'ai 19 points. Pour arriver à 36, maintenant 36. Mais dans quelques années, ça va être de 40 points ou plus. Il faut combien? Il faut 7 ans, 8 ans. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire moi avec ce logement social? Ça a commencé au début de mars. J'ai reçu un préavis. Le propriétaire, il a voulu faire des travaux dans sa maison. Il nous a donné 6 mois de préavis. Et comme j'avais une demande de logement social, j'ai été voir, on m'a dit que ce n'est pas possible d'avoir un logement parce que vous n'avez que 19 points. Alors pour avoir un logement, il faut, comme ils m'ont mis dans les 4 chambres, et alors il me faut plus que 30 points. Et j'ai commencé à chercher dans le privé. Comme c'est une famille un peu nombreuse, de 5 personnes, pour trouver un appartement à 3 chambres, c'est presque impossible. C'est dans les 1300, 1400, 1500. Et comme moi je suis au chômage, en général, ils demandent des fiches de paie et ils sont trop exigeants, quoi. Alors, j'étais dans une impasse. Mon téléphone, il y a plein des emails que j'ai envoyés et j'ai visité plein d'appartements. Mais souvent, quand j'arrive là, par exemple, on se retrouve là à 5 ou à 7 personnes et tu déposes ta candidature. J'ai vu des parlementaires. J'ai vu même la liste, c'était vraiment difficile. J'ai tout essayé en vérité. J'ai tout essayé. Finalement, il y avait un ordre d'expulsion. J'étais obligé de sortir de là. Même à un certain moment, ils ont même déposé les plaques pour prendre mes meubles et tout le reste. Je suis sorti une semaine avant. Par chance, ça tombait qu'il c'était les vacances. J'ai ramené mes enfants en France chez ma belle-sœur. Et moi, je me suis relogé chez un ami ici à Bruxelles. Le temps que je trouve quelque chose, c'était après 1 mois. J'ai trouvé là où je suis maintenant. Maintenant, je me sens soulagé, franchement. Malgré si cher, je loue à 1200. Pour l'instant, ça va. J'ai su reloger mes enfants, déjà une bonne chose. Avant d'arriver ici, j'habitais dans un logement privé. J'habitais dans un logement de 2 chambres légalement, vu qu'il y avait une chambre mais qu'il n'y avait pas de fenêtre. Donc, les conditions étaient très à désirer, vu qu'il y avait des infiltrations d'eau. Il y avait de l'humidité, des champignons, des souris et des problèmes de CO2 et d'électricité également. En fait, d'après le rapport que j'ai eu de la DIRL, ils m'ont indiqué que toute l'installation électrique n'était pas conforme à la loi
Et par rapport aux fuites de dioxyde de carbone, pareil, il y avait de grandes possibilités d'intoxication. Dans cette pièce où initialement c'était la chambre des petits, il y avait des champignons au mur, de la moisissure, que régulièrement je devais nettoyer, mais à force ça ne sert à rien vu que tous les produits que j'ai essayés, au fur et à mesure ça revenait. Donc des fois je faisais de la peinture 2 fois par an pour un peu masquer tout ça. C'était pas du tout isolé vu que les chauffages je ne pouvais pas les utiliser. Du coup j'avais pas de chauffage toute l'année et l'hiver c'était horrible. Donc au sous-sol vu que c'était les chambres, la salle de bain, j'ai utilisé un chauffage d'appoint. Et justement ça a gaspillé énormément d'énergie. Donc au fil des années, on a évité de l'utiliser. Quand je suis rentrée ici et que j'ai vu les conditions que je pouvais offrir à mes enfants, c'était un truc incroyable. Ils vivent seulement et ils prennent des gens s'ils veulent. Ils n'auront plus de souris, plus d'humidité. C'est provisoire. J'ai une convention d'occupation précaire, donc jusqu'au mois d'octobre. Je ne sais pas ce qui va être par la suite. Et là, j'ai rendez-vous pour des recherches de logement. Toutes les semaines, chercher des logements, quoi. Bonsoir à tous et à toutes. On m'a invitée aujourd'hui pour vous parler du logement, de la crise du logement, en 10 minutes. Alors, plutôt que de parler de crise du logement, je voudrais vous parler de crise du logement abordable. Je vais y arriver. C'est quoi la situation aujourd'hui à Bruxelles? À Bruxelles, on a 550 000 ménages et depuis le 1er janvier 2022, 52 000 ménages sont en attente d'un logement social. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un ménage sur 10 attend un logement social. Attendre un logement social, ça peut durer 5 ans, 8 ans, 12 ans, 15 ans si vous cherchez un logement 3 chambres. Par ailleurs, un tiers à la moitié des habitants et des habitantes de Bruxelles sont dans les conditions d'accès à un logement social. Mais des logements sociaux, on en compte 6,85%. Même pas 7%. À Paris, par exemple, on a 20% de logements sociaux. À Bruxelles, on en a 7%. Il y a aussi 5 000 à 7 000 personnes qui dorment en rue, comme on dit. Alors ce chiffre, il élude une autre partie de la réalité, qui sont les personnes qui n'ont pas de chez elles et qui vont dormir chez un ami et puis dans la famille, qui vont passer comme ça d'une personne à une autre, mais qui n'ont pas d'espace dans lequel elles peuvent se sentir en sécurité. Du coup, comme à peu près la moitié de la population bruxelloise a droit à un logement social, mais qu'il n'y en a que 7%, où se logent les Bruxellois et les Bruxelloises? Alors, 60% à peu près de la population est logée sur le marché locatif privé. C'est sur celui-là qu'on peut parler de crise du logement abordable. Parce que si vous avez 2 000 € pour chercher un appartement, une chambre, ça va aller. Vous allez même avoir le choix. Mais la situation qu'on a vue dans les vidéos, c'est qu'en fait, c'est difficile de trouver un logement. Et que sur ce marché locatif privé, les classes populaires, et de plus en plus fréquemment une partie des classes intermédiaires, est mise en concurrence, les uns les unes contre les autres. Et on ne trouve pas. On ne trouve pas parce qu'on n'est pas assez riche, on ne trouve pas parce qu'on est racisé, on ne trouve pas parce qu'on est une femme seule avec un enfant. Sur ce marché locatif privé, les prix sont aujourd'hui vraiment très élevés, ce qui amène une partie importante de la population à Bruxelles, notamment chez les classes populaires, à payer facilement 50 à 60% de leurs revenus pour pouvoir se loger. Les loyers sont très élevés aujourd'hui. En fait, ils ont vraiment beaucoup augmenté. Sur les 15 dernières années, on considère qu'ils ont augmenté de plus de 20 à 30% en fonction des quartiers, au-dessus de l'inflation. Ça veut dire que je tiens déjà compte du fait que le coût de la vie augmente, je tiens déjà compte du fait qu'une partie de vos salaires a été indexée. Ça a augmenté de 20 à 30% en plus de ça. Pour autant, il n'y a pas eu d'amélioration structurelle dans les bâtiments, d'accord? Les bâtiments ne sont pas soudainement devenus salubres. Vous n'avez pas soudainement un jacuzzi qui est apparu chez vous. C'est juste plus cher pour la même chose. Des loyers chers, c'est quoi? Des loyers chers, ce sont des personnes qui
doivent consacrer la majeure partie de leurs revenus à se loger et qui, du coup, sont obligés de rogner sur d'autres choses. Typiquement, on rogne sur la santé et on rogne sur les loisirs. On ne s'offre pas de moments de répit. On n'a pas de moments de répit. Des loyers chers, ce sont aussi des personnes qui vivent ensemble alors qu'elles ne le souhaitent pas, ou alors qu'en fait, elles ne devraient plus vivre ensemble. C'est des adultes qui ont 25 ans et qui ne peuvent pas partir de chez leurs parents parce que c'est trop cher. C'est des femmes qui ne peuvent pas quitter leur mari. C'est des femmes qui ne peuvent pas se séparer d'une situation violente parce qu'elles ne sont pas en mesure de payer un loyer sur le marché locatif, parce que les loyers sont trop chers. Et puis, des loyers chers, ce sont des expulsions. Vous avez eu un morceau d'expulsion au début de ce spectacle. On ne vous a pas fait la totale, hein. On ne vous a pas mis les cartons qui prennent l'eau sous la pluie. Tous les jours à Bruxelles, il y a 11 ménages contre lesquels on prononce un avis d'expulsion. Dans 90% des cas, c'est pour un retard de loyer. La moyenne, c'est 2 000 €. Pour 2 000 €, vous pouvez vous retrouver à la rue. Alors, sur le marché résidentiel, on se retrouve en concurrence, on se retrouve exclu, on se retrouve exploité. On est aujourd'hui dans un marché qui est sous tension, notamment parce qu'il y a une demande qui a augmenté, on est plus nombreux et nombreuses à vivre aujourd'hui à Bruxelles, on a des modes de vie qui sont différents, et puis par ailleurs, même si je ne vais pas beaucoup en parler, il y a une demande d'investissement qui a aussi fait monter les prix. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que donc, c'est tendu. Et on est obligé, une partie importante des personnes et des habitants de Bruxelles est obligée d'accepter d'occuper des logements qui sont insalubres, en fait, contre des loyers qui sont, franchement, fort élevés pour ce que c'est. Et ces logements insalubres, ce n'est pas anecdotique. On considère que 32% des enfants bruxellois vivent dans un logement insalubre. L'insalubrité et l'asthme, c'est un lien que plus aucune étude scientifique ne réfute. Alors vous allez me dire, oui, mais en fait, il faut rénover. C'est facile, il suffit d'obliger les propriétaires à rénover les logements. Et alors, oui, mais si on fait que ça, si on oblige juste les propriétaires à rénover les logements, en fait, on va faire monter les prix. C'est assez logique. Si vous avez 2 appartements les mêmes, vous en avez un qui est rénové et l'autre pas, vous allez accepter de payer plus cher pour celui qui est rénové. Alors vous allez me dire, oui, mais en fait, du coup, il suffit de geler ou de baisser les loyers, il suffit d'agir sur les loyers. Et oui, je pense en effet qu'il faut absolument agir et réguler les loyers, qu'il faut les geler, qu'il faut les baisser, qu'il faut faire quelque chose. Mais d'abord, pour me montrer tout à fait honnête, on en est loin aujourd'hui d'une régulation des loyers. Et puis, mais on continue à lutter, mais même si on régulait, même si on baissait les loyers aujourd'hui, ce qui se passerait, c'est qu'on ferait baisser, on rendrait le logement plus accessible. Et si on rendait le logement plus accessible, mais toutes ces personnes qui sont occupées à s'entasser dans des logements insalubres, elles se désentasseraient. Et en fait, si on baisse les loyers, on va avoir besoin de nouveaux logements pour que les gens vivent une vie digne. La situation, c'est qu'en réalité, on a déjà besoin de nouveaux logements, aujourd'hui. La promotion immobilière va vous raconter qu'il suffit de lui laisser construire des bâtiments neufs et que ça fera mécaniquement baisser les prix. Ça n'a jamais été vérifié nulle part. Et puis par ailleurs, on peut se douter que si les promoteurs immobiliers pensaient vraiment que construisant des logements, ça ferait baisser leurs futurs produits, ça se saurait. Alors effectivement, les promoteurs immobiliers bétonnent en ce moment. On construit beaucoup de nouveaux logements, notamment sur des friches, notamment sur des anciens sites industriels. Il y a peu d'opposition à ces projets. Peut-être parce qu'ils ne se situent pas dans des quartiers bourgeois. Ce qu'il nous faut, ce sont des nouveaux logements qui nous garantissent l'abordabilité sur du long terme. Ce qu'il nous faut, c'est des nouveaux logements dont on peut se garantir que plus tard encore, on pourra les occuper contre des loyers modérés. Ces formes-là, ce sont des formes de propriété particulières, des formes de propriété collective et anti-spéculative. Il y a une forme qu'on a inventée et qui existe déjà. Ça s'appelle le logement social.
Un logement social, c'est quoi? Un logement social, c'est un logement auquel vous avez accès en fonction de vos besoins et pas en fonction de vos moyens. C'est une inversion de la logique de marché. C'est un projet redistributif dans une société inégalitaire. Et puis c'est une propriété collective. Mais on a du mal à construire du logement social. Notamment parce que le prix des sols privés, a beaucoup augmenté. Mais par ailleurs, même sur les terrains publics, on a du mal à construire du logement social, parce qu'on s'y oppose. Deux types d'argumentaires sont souvent mobilisés par les personnes qui s'opposent aux constructions de logements sociaux. Le premier argument, c'est que l'arrivée d'un logement social va être dommageable pour la mixité sociale. La concentration de personnes pauvres, ça fait peur. C'est amusant parce qu'en fait, la pauvreté, elle est déjà là. Les pauvres, ils sont déjà à Bruxelles, ils sont juste mal logés. Le deuxième argument qui est massivement mobilisé, c'est l'argument environnemental. Je crois aussi que quand on pense logement social, on pense tour de logement social mal conçu dans les années 70. Et ce n'est pas étonnant, puisque 90% du logement social qu'on a à Bruxelles a été construit avant 1989. 90%. Donc les 10% restants dont je veux vous parler, vous ne les avez même pas en tête. Mais on a construit des logements assez intéressants. Et on est occupé à en construire encore. Du logement social qui tient compte des questions environnementales, qui développe un environnement urbain de qualité, des espaces verts, accessibles à tous et à toutes. Avec 300 logements sociaux, on ne va pas résoudre la crise du logement, mais on va créer 300 logements sociaux de qualité. Des logements qui sont notre bien collectif, à tous et à toutes, et qui seront accessibles pour toujours. Voilà. Merci, Madame Delatte, pour ces éclairages. J'invite à présent Monsieur Alan Way à nous éclairer en sa qualité de chercheur en écologie urbaine sur la nécessité de préserver les espaces verts en ville. Monsieur Way, nous vous écoutons. Il m'a été demandé d'intervenir ce soir en tant qu'expert en environnement. Vous m'excuserez de lire un peu mes notes, je n'ai pas tellement l'habitude de ce type de prestation. Aujourd'hui, il est difficile d'ignorer l'extinction de la biodiversité au niveau mondial et local. 80% des populations des eaux douces ont été exterminées au niveau mondial depuis 1970. 70% des insectes ont disparu au niveau européen dans les dernières décennies. Les changements d'affectation des sols, c'est-à-dire l'usage qui en est fait, les changements d'affectation des sols entraînent destruction et fragmentation des habitats. Ces changements d'affectation des sols constituent aujourd'hui la première cause d'extinction de la biodiversité devant les changements climatiques. Aujourd'hui, la crise du logement touche également les classes moyennes et supérieures et leurs enfants, ce qui en fait enfin un enjeu électoral, mais qui rend aussi encore plus tragique une situation qui touche depuis longtemps les classes populaires et racisées. Je n'ai pas besoin de vous redonner les chiffres, ils ont déjà été donnés par l'experte en logement. L'accès au logement est donc évidemment un enjeu de société incontournable. Les espaces verts représentent actuellement un peu moins de la moitié du territoire bruxellois, mais leur répartition est inégale et leur régime d'appropriation est socialement excluant. Plus de 40% de ces espaces verts sont privés. Les quartiers bourgeois se sont constitués autour de la forêt de Soignes, aujourd'hui une grande réserve naturelle, tandis que les quartiers ouvriers se sont constitués dans les zones humides de la vallée de la Seine, transformées en infrastructures. Ces quartiers populaires concentrent aujourd'hui les inégalités environnementales. Des températures caniculaires, jusqu'à 47 degrés à Bruxelles dès demain selon les dernières projections. Les carences en espaces verts, évidemment. La pollution atmosphérique liée aux infrastructures, à la mobilité et au vent dominant. Les risques d'inondation et les remontées d'humidité, renforcés par l'imperméabilisation des hauteurs bourgeoises du bassin versant. Des sols parfois pollués par l'activité industrielle. Les inégalités sociales sont indissociables des inégalités environnementales. À Bruxelles, ce constat est documenté. Il a une incidence directe sur la santé et sur l'espérance de vie. Nous faisons donc face à une double crise, sociale et écologique. Une double crise qui est indissociablement liée à l'augmentation de la valeur économique des terres et du bâti,
une crise généralisée des logements et des habitats. Les villes aujourd'hui constituent des refuges pour un certain nombre d'espèces, notamment parce que les espaces non urbains sont exploités et stérilisés par l'agro-industrie. Pour donner un exemple simple, le glyphosate, avec d'autres pesticides, est interdit à Bruxelles depuis 2012, à l'exception des voies de chemin de fer. Tandis que son usage vient d'être reconduit pour l'agro-industrie au niveau européen, vendredi dernier. On comprend mieux pourquoi la friche Josaphat est le principal hotspot de biodiversité pour les insectes pollinisateurs en Belgique. Les villes constituent des refuges, des haltes dans les trajectoires migratoires, des espaces de concentration, mais aussi de socialité. Je souhaiterais projeter un court extrait vidéo réalisé par Natagora, une fédération naturaliste qui fait un état des lieux de la biodiversité à Bruxelles. Monsieur le greffier. À Bruxelles, la biodiversité, elle ne saute pas vraiment aux yeux, mais elle a beaucoup de spécificités, elle est complexe et elle est bien là. Il existe différentes sortes d'écosystèmes. Il y a des parcs, des jardins, des espaces ruraux, en périphérie, par exemple des champs, des zones boisées, des zones humides, des terrains en friche. Et tout ça crée vraiment la spécificité de Bruxelles. Il y a une large faune et une large flore qu'on peut retrouver. Ça va du renard qui se balade à côté de chez vous. Ça va aussi dans les clochers des églises avec des grands rapaces. On a aussi pas mal de potagers qui offrent l'abri de pas mal de pollinisateurs. Et on a assez étonnamment une grande variété de chauves-souris. C'est vrai qu'elle est riche, qu'elle est spécifique, qu'elle est complexe, mais elle est aussi fragile parce qu'il y a beaucoup de fragmentation et de destruction d'habitats en région de Bruxelles-Capitale. Et cette situation, elle a plutôt tendance à s'aggraver. On construit plus de routes. Et puis le problème climatique se rajoute à ces questions-là. Natagora, ce qu'on fait comme travail, c'est qu'on compile des chiffres grâce à de nombreux volontaires qui sont partout sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale. On compile des chiffres pour voir comment vont les populations et pour voir si elles vont bien, si elles vont mal, là où elles vont mal. Les oiseaux, par exemple, sont des très bons indicateurs pour savoir comment se portent les écosystèmes. Parce qu'ils sont visibles, parce qu'on connaît bien leurs habitats, mais c'est vraiment un acteur sur la chaîne alimentaire qui nous permet d'identifier tout le reste de l'écosystème. Le déclin de certaines espèces est vraiment inquiétant. Par exemple, les espèces migratrices ont chuté depuis 1992 avec plus ou moins 56%. Ça, c'est vraiment inquiétant, par exemple. On a aussi pas mal de petits insectivores, donc des oiseaux qui mangent des insectes, qui évoluent particulièrement sur les friches, souvent, comme le Pouillophytis ou le tariépâtre ou la fauvette grisette, sont aussi des oiseaux qui vont pas très bien, dont on observe une chute des populations. Cette chute pour les oiseaux inféodés au bâti, qui vivent dans le bâti, qui ont besoin de nos maisons à nous ou des vieilles bâtisses dans Bruxelles, ces espèces-là, elles ont chuté de 77%. Pour donner un exemple, c'est le martinet, le rouge-queue, les tourneaux. Ou un oiseau qui est un peu plus connu encore, c'est le petit moineau domestique, qui a régressé, lui, de 96% depuis 1992. Donc il y a aussi des espèces qu'on va appeler opportunistes qui savent plus facilement s'adapter que d'autres, et elles, on observe un peu moins de déclin, mais globalement, le constat, c'est que la biodiversité, elle va pas bien. Après, il y a quelques raisons d'espérer quand même. On voit que quand on met des politiques de sauvegarde, des politiques de protection en place, les populations se stabilisent. Quand on décide de faire de la place à la biodiversité, quand on préserve des espaces pour celle-ci, elle va aussi parfois aller mieux. Et donc c'est un peu ça aussi le message qu'il faut retenir, c'est que si on crée des réserves naturelles, si on fait attention à ne pas sortir des chemins dans la forêt de soigne, eh ben, ça aide vraiment les populations d'oiseaux, d'insectes, la flore, la faune. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire aujourd'hui, c'est travailler à la revégétalisation des villes, travailler à la protection de certains espaces pour permettre aux espèces qui doivent y vivre de pouvoir continuer à y vivre. Dès qu'on fait quelque chose pour la nature, en fait, ça peut repartir, rien n'est figé. La biodiversité, plus elle est complexe, plus elle va être résiliente et capable de faire face aux changements, notamment au changement climatique. La mise en scène à laquelle nous assistons ce soir participe d'un narratif toxique qui sert certains intérêts constitués
et qui voudrait nous placer dans une alternative infernale. Choisir entre les abeilles et les pauvres, entre les oiseaux et les migrants ou les personnes sans chez soi. Si l'ensemble des espaces verts menacés à Bruxelles était bâti avec les projets actuels, nettement moins denses que les scénarios de départ, il faut bien le préciser, la production de logements sociaux représenterait moins d'1 millier de logements, bien loin des besoins réels. Aujourd'hui, l'artificialisation de ces espaces implique simultanément leur privatisation. À la Free-Josaphat, moins de 20% des logements prévus seront sociaux, 232 logements. Sur le Marais Wils, les 70 logements prévus seront vendus à la classe moyenne. Nombre de projets actuels ne comprennent pas ou très peu de logements. Au Meilemeer, à Anderlecht, c'est un nouveau QG de Cienzano qui détruirait plusieurs hectares de friches agricoles. Au Donderberg à Laken, c'est une école qui s'installerait sur 3 hectares de friches horticoles, abattant 170 arbres et l'habitat de plus de 200 espèces. Au Bempt, à Forêt, c'est un nouveau mégastade en zone inondable qui remplacerait les terrains de sport communaux et amputerait le parc d'un quartier dense en logements sociaux. Dans le centre, rue Rempart des Moines, un projet public de démolition-reconstruction d'immeubles sociaux prévoit la densification d'une parcelle située dans les quartiers centraux, mais aussi la démolition d'une salle de sport, l'abattage de 67 arbres, la réduction de l'espace public et la suppression d'une centaine de logements sociaux au profit de logements pour la classe moyenne. Je vous épargne la liste des espaces qui ont été détruits depuis 20 ans dans la région, qui vont des terres agricoles du Kelbeek, sur lequel a été bâti un village pénitentiaire, au site de Tour et Taxi, sur lequel s'est installée notamment l'administration bruxelloise de l'environnement au sein d'un parc événementiel, ou encore la friche des anciennes coqueries Marly, au bord du canal, sur lesquelles s'est édifié un centre de tri de B-Post. La question dépasse donc le périmètre que l'on nous propose ici. Ce sont toutes les fonctions non rentables ou moins rentables et pourtant vitales qui sont mises en concurrence. Les logements accessibles, les espaces verts, les espaces récréatifs et sportifs, l'agriculture urbaine et même les zones industrielles. Cette situation, c'est la conséquence d'un système qui fait du marché immobilier l'instance de régulation des besoins de sol, d'habitat, de logement, de terre. Un système qui fait de l'industrie de la promotion immobilière, privée et publique, et de l'industrie de la construction, les principaux opérateurs de terrain. Un système qui garantit les patrimoines des propriétaires, qu'ils soient des géants de la finance ou des multipropriétaires, petits et moyens, qui spéculent sur les besoins vitaux des êtres vivants. En attendant, pendant que le stock de logements neufs inabordables augmente, une partie des promoteurs du logement social refusent une préservation des espaces naturels de fait, tandis que leurs défenseurs, réunis au sein du Tuiniers Forum des jardiniers, exigent un moratoire sur la délivrance de toute autorisation d'endommager et de détruire les espaces naturels bruxellois. La SBL We Are Nature, avec 1 millier de requérants, s'apprête à mettre en demeure le gouvernement bruxellois de respecter ses engagements climatiques. Face à ce dilemme, il s'agit de penser l'habitat comme un problème commun aux vivants, face à la dégradation des conditions de vie pour tous et toutes. Les droits de la nature, de certaines espèces ou de certains milieux à ne pas être exterminés n'existent pas actuellement. Pourtant, on peut douter que leur reconnaissance soit suffisante pour ralentir le rythme actuel de l'extinction. La simple reconnaissance d'un droit ne suffit pas à garantir son effectivité. Ni le droit au logement, ni le droit à un environnement sain ne sont opposables, contrairement au droit de propriété. Les premiers concernés ont répondu à cette inéquité du droit et à l'inertie des politiques, par l'occupation et la possession de fait. Pour les humains, l'occupation d'un bâtiment vide est devenue une infraction pénale avec la loi anti-squat. Pour les autres qu'humains, l'occupation d'une friche et sa renaturalisation ne vaut pas reconnaissance et protection. L'observation des espèces habitant les friches enseigne qu'un habitat n'est pas seulement composé d'un espace privé, mais d'une série de lieux et de liens. Nous partageons avec les autres vivants de nombreux besoins, de l'eau saine, de la fraîcheur et de la tranquillité, des relations complexes et variées. La précarité d'un habitat se mesure aussi à l'humidité ambiante, à l'éclairage, à la ventilation, à la perméabilité au bruit et aux écarts de température. Au-delà du foyer, ces qualités se mesurent à l'échelle d'un quartier vécu par ses habitants. En ce sens, la qualité des habitats des espèces
peut être un indicateur de la qualité des milieux que nous sommes amenés à habiter. Cette attention, elle permet de fabriquer à certaines conditions des problèmes communs entre les habitants d'un quartier populaire et des espèces et écosystèmes. Cette attention, elle permet peut-être de construire une écologie populaire qui tienne compte des besoins de ceux qui n'ont pas de voix. Elle n'occulte pas la problématique de l'accès, elle en fait une question centrale. Elle permet au contraire de repenser l'habitat depuis les continuités entre besoins humains et autres qu'humains et de saisir une condition commune à toutes les habitantes, la privation de lieux de régénération, de subsistance et d'émancipation. Pour répondre à l'urgence écologique de l'extinction, une mutualisation de l'espace ne peut pas se résumer à la végétalisation des murs et des toitures ou à l'intégration d'habitats pour la faune dans le bâti. Il s'agirait de penser et de construire la ville à partir des eaux et des sols, à partir des multiples échelles du vivant, plutôt qu'à partir des périmètres administratifs et fiscaux. Cela implique de faire de la place, de reconstruire sur les affectations monofonctionnelles une ville vernaculaire. Cela implique de maintenir les sols vivants et les espèces qui les composent, plutôt que de construire des solutions basées sur la nature dans les nouveaux projets immobiliers, et de feindre qu'ils pourraient compenser des milieux vivants existants. De même, les incidences des chantiers sur les inégalités sociales en termes de gentrification des quartiers sont connues. Aujourd'hui, l'ajustement par l'intervention publique des inégalités générées par ces mécanismes de marché connaît ses limites. Un changement de paradigme est plus que nécessaire. D'une politique qui vise à augmenter l'offre en logement en connivence avec le marché à une politique qui vise à rendre le foncier accessible aux besoins vécus. La socialisation du bâti existant, c'est une condition nécessaire à la mutualisation et à l'habitabilité de la ville. La conversion de 200 000 m² de bureaux inoccupés en équipements d'intérêt collectif comme des écoles ou en logements lorsque c'est possible, la rénovation de plusieurs milliers de logements sociaux en attente parfois depuis plusieurs dizaines d'années, la réquisition de logements et de terrains inoccupés par les premiers concernés et la dépénalisation de l'occupation, ce sont des pistes crédibles mais insuffisantes. Il pourrait y avoir une opportunité politique de garantir à la fois des seuils, des pourcentages minima de logements sociaux dans les quartiers et simultanément de préserver des espaces à haute valeur biologique. Cette opportunité, c'est la modification en cours du plan régional d'affectation des sols, le PRAS, qui a été adopté en 2001. Ce plan, il a une valeur de loi. C'est en quelque sorte la constitution spatiale de la région. C'est une carte qui détermine ce qui peut être réalisé sur chaque parcelle, à quelle affectation chaque espace doit être destiné. Mais lorsqu'un terrain change d'affectation, sa valeur foncière aussi va changer. Le propriétaire d'un terrain constructible qui serait affecté en espaces verts ou en logements sociaux va perdre de la valeur et demandera à être indemnisé. Pour que le prochain PRAS soit bioclimatique et simultanément qu'il garantisse des logements abordables, il faudra donc soit des moyens financiers, soit une révision des droits des propriétaires. Et le message que je souhaite transmettre singulièrement à vous, les personnes présentes dans cette salle, mesdames et messieurs les jurés, c'est qu'il ne sera possible de répondre à la crise généralisée du logement et des habitats que par une concession sur vos intérêts en tant que propriétaire. Il n'est pas possible de considérer le logement des autres comme une épargne-pension. Il n'est pas possible de ralentir le rythme de l'extinction sans taxation des revenus locatifs réels, sans prélèvement sur les patrimoines, notamment immobiliers. Il n'est pas possible de préserver des milieux de vie à Bruxelles sans un encadrement strict des loyers.
Bien, il est temps de laisser la parole aux avocates des parties de ce procès. C'est le moment de leur plaidoirie. Nous allons entendre Maître Alonso en tant qu'avocate de la Société de logement Germinal. Je vous remercie. Madame la juge de paix, Mesdames et Messieurs les jurés, Madame Diallo. Le hasard du calendrier a voulu que cette affaire soit plaidée un 17 octobre, Journée internationale de lutte contre la pauvreté. Et à ce sujet, les Nations unies nous rappellent ceci, et je les cite. « La pauvreté et les inégalités ne sont pas inévitables. Elles sont le résultat de décisions délibérées ou de l'inaction qui affaiblissent les plus pauvres et les marginalisés de nos sociétés et violent leurs droits fondamentaux. Et ce soir, précisément, on vous demande de prendre une décision qui va avoir un impact sur la pauvreté. Mais cette décision aura aussi un impact sur l'environnement. Et c'est pour ça qu'à mon sens, on se trompe de débat ce soir quand on vous demande de trancher entre le droit au logement et le droit à l'environnement. Il n'a jamais été question, dans le chef de ma cliente, de défendre le droit au logement au détriment du droit à l'environnement. Il y a une crise du climat, il y a une crise des logements abordables à Bruxelles. Il faut lutter sur les deux fronts, c'est une évidence. La vraie question qu'on se pose ce soir, c'est comment lutter ensemble? Comment faire front commun? Et plus précisément, est-ce que le projet qu'on vous soumet ce soir respecte cette nécessité de lutter ensemble? Alors, qu'est-ce que nous dit la partie adverse? Elle nous dit que si on veut défendre l'environnement et le logement, eh bien, il faut abandonner le chantier et créer des nouveaux logements sociaux ailleurs. Ailleurs, mais ailleurs où? On ne répond pas à cette question. Quand ma consoeur va plaider, vous allez l'entendre, elle va vous suggérer des pistes pour faire baisser le montant des loyers. C'est intéressant, mais ça ne résout pas le manque de logement à Bruxelles. Au contraire, Madame Delatte vous l'a expliqué, quand les loyers baissent, la demande de logement monte, et on en arrive à ma question, ailleurs où? Comment peut-on créer des nouveaux logements à Bruxelles, des logements sociaux, sans construire des bâtiments neufs? Alors, on nous présente habituellement deux prétendues solutions. On vous parle souvent de bureaux vides qu'on pourrait utiliser pour les transformer en logements. Et puis, on vous l'a dit tout à l'heure, il y aurait à Bruxelles des milliers de bâtiments abandonnés qu'on pourrait tout simplement utiliser pour les transformer en logements. OK. Eh bien, regardons simplement ces deux prétendues solutions, une par une. Les bureaux vides, d'abord. Il y aurait à Bruxelles, donc, 1 millier de bâtiments vides, de bureaux vides, qu'on pourrait utiliser. Bien sûr, ça paraît intéressant, alors des experts se sont penchés sur la question. Et en 2022, une étude a été commandée à Perspective Brussels. Et les résultats de cette étude sont limpides. Il y a beaucoup de bureaux vides, c'est vrai, mais la plupart sont inadaptés à une transformation en logement. Inadaptés parce que, eh bien, certains sont tellement récents, ils datent d'il y a moins de 5 ans, et donc on ne pourrait pas imaginer dès maintenant de les transformer en logement. C'est prématuré. D'autres sont inadaptés parce qu'ils sont situés dans des friches industrielles qui sont incompatibles avec l'habitation. Et enfin, d'autres encore sont inadaptés parce qu'il n'y a que certains étages de ces bâtiments qui sont vides. Et donc, bilan, du million de mètres carrés de bureaux vides à Bruxelles, il y a 35 immeubles qui pourraient être transformés en logements, mais ça se ferait avec des budgets colossaux qui ne sont clairement pas accessibles à ma cliente. Alors, les bureaux vides à Bruxelles, ce n'est pas une solution, c'est un fantasme. C'est objectivé, c'est documenté, et depuis cette étude de 2022, c'est incontestable. Mais je vais revenir aussi sur ce grand fantasme des bâtiments vides. On vous l'a dit, 20 000 logements seraient abandonnés à Bruxelles. Évidemment, contrairement à ce qu'on vous avait dit,
les autorités publiques se sont aussi intéressées à cette solution, cette prétendue solution. Et donc, dans toutes les communes de la région de Bruxelles-Capitale, il y a des fonctionnaires qui ont pour mission de traquer les bâtiments abandonnés et d'envisager une saisie de ces bâtiments, une réquisition de ces bâtiments pour les utiliser en logement. Le problème, c'est que les résultats sont minces. Les résultats sont minces pas parce qu'on se désintéresse de la question, les résultats sont minces parce que des immeubles abandonnés, il n'y en a pas tant que ça. Il y a des bâtiments qu'on pense vides, mais qui ne sont pas réellement vides. Il y a par exemple des occupants qui sont à l'intérieur, mais qui ne sont pas domiciliés. Mais surtout, il y a des bâtiments qui sont vides, oui, mais de manière temporaire, pour un cas de force majeure que rencontre le propriétaire. On imagine par exemple un propriétaire qui serait en litige avec les autres copropriétaires. On imagine une demande de permis qui tarde. On imagine une succession qui est bloquée. Il y a dans toutes les villes une part incompressible de bâtiments vides. Très peu d'entre eux sont abandonnés et pourraient être utilisés pour les transformer directement en logements. Et donc, même si aujourd'hui on parvenait à améliorer l'action des pouvoirs publics et à réquisitionner davantage de bâtiments, le résultat final serait marginal. Alors, ailleurs où? Il y a des alternatives qui doivent être envisagées et qui le sont. Mais il n'y a pas d'ailleurs suffisant pour faire face aux besoins urgents de nouveaux logements à Bruxelles. Il faut construire. Que cela plaise ou non, il faut construire. Et c'est ce qu'a fait ma cliente en proposant le projet dont il est question aujourd'hui. Et dans l'élaboration de ce projet, ma cliente a vraiment eu la volonté réelle de préserver l'environnement, de faire des compromis avec les militants. Elle a patienté pendant plus de 20 ans pour discuter, pour réfléchir, pour faire des compromis avec les opposants au projet. Revoyons le plan. Vous voyez que sur ce plan, on occupe un quart du terrain dont ma cliente est propriétaire. On est passé de 400 à 220 et puis à 160 logements. Le bois est préservé à 100%, si on ne tient pas compte des 6 arbres, qui vont être abattus malgré les efforts qu'on a pu faire. Le marais est préservé à 70% et le terrain en bas n'est pas touché, il est préservé à 100%. Alors ici, dans ce projet, on ne peut pas parler de bétonisation, de disparition des espèces, de disparition du champ. Ma consoeur vous dira même qu'on aurait choisi la solution la plus dommageable. Tous ces termes sont abusifs et ne correspondent pas à la réalité. La réalité, c'est qu'on a fait de véritables efforts pour lutter ensemble et pour respecter l'environnement. Et malgré tous les efforts de ma cliente, la partie adverse persiste à s'opposer au projet. Nous sommes face ici à un véritable problème de violence et de démocratie. Violence parce qu'on renvoie les personnes précarisées vers des solutions qui n'existent même pas. Violence parce que, qu'est-ce que ça signifie finalement lutter pour le climat? Lutter pour le climat, c'est lutter pour que notre planète reste habitable. Et au nom de ce combat pour que notre planète reste habitable, on maintient des personnes précarisées dans des endroits insalubres, inhabitables. Violence parce que vous allez l'entendre dans la plaidoirie de ma consoeur, on va aller jusqu'à vous dire qu'on fait ça dans l'intérêt des personnes précarisées, pour éviter la pollution qui fait des ravages sur leur santé. On décide donc à leur place comment prendre soin de leur santé. Il y a de la violence aussi, à mon sens, parce qu'on demande aux personnes précarisées de supporter les conséquences du combat de personnes plus privilégiées. Enfin, quand j'écoutais l'intervention de l'expert Way, j'ai trouvé qu'il y avait une violence dans le paradoxe des arguments qui étaient avancés. Il vous l'a dit, le projet ne représente que 160 logements sociaux, ça ne va pas résoudre la crise.
Mais attendez, sans ces opposants, on aurait 400 logements sur la friche. Et sans les opposants sur d'autres projets similaires, on aurait des milliers de logements sociaux sur la friche Josaphat, sur le champ d'Écailles, sur les Dames Blanches. Alors quand ces mêmes opposants utilisent le faible nombre de logements sociaux pour contester le projet, je trouve ça paradoxal, et si j'étais moins généreuse, je dirais que c'est cynique. Enfin, il y a de la violence dans l'inflexibilité de la position. On ne lâche rien, on ne concède rien. On bloque le projet pendant 20 ans, et quand le projet finit par passer, on occupe le terrain et on bloque le chantier. On ne lutte pas avec les personnes précarisées dans ce dossier. On lutte contre elles, on les écrase. Je vous l'ai dit, il y a aussi un problème de démocratie. Depuis 20 ans dans ce dossier, on n'écoute pas les personnes précarisées. On nie leurs besoins, leurs priorités. Le débat est monopolisé par des personnes plus privilégiées qui décident à leur place. Et aujourd'hui encore, dans ce procès, on s'impose, on exige un temps de parole supplémentaire. Vous n'avez pas le droit d'imposer vos convictions, ni dans ce tribunal, ni sur cette friche. Il y a d'autres combats, aussi importants que le vôtre, d'autres crises, d'autres personnes qui n'arrivent pas à dormir. Mais qui se permet d'interrompre une audience qui mobilise 750 jurés pour exiger la parole? Il faut un sacré paquet de privilèges pour s'autoriser une telle incursion. Ça reflète une autre dimension de ce dossier, et j'en terminerai par ce point. Dans le débat logement contre climat, il y a un débat personnes précarisées contre personnes plus privilégiées. Le conflit qu'on vous soumet aujourd'hui est aussi un conflit de classe qui oppose des groupes sociaux aux intérêts divergents. Et le rapport de force est disproportionné. Alors depuis 20 ans, quand on est du côté des personnes précarisées, on perd. On fait des compromis, on patiente, mais on perd. On accepte de renoncer à 300 logements, mais on perd, on perd, on perd. Ce n'est pas ça, lutter ensemble. Je vous l'ai dit, la pauvreté n'est pas inévitable. Lutter contre la pauvreté, c'est prendre des décisions en faveur des personnes précarisées. Et c'est ce qu'on vous demande ce soir. On vous demande d'entendre l'urgence des personnes précarisées. On vous demande de rééquilibrer le rapport de force. On vous demande de refuser cette écologie qui se fait au détriment des personnes précarisées. On vous demande d'autoriser l'expulsion des militants pour permettre le démarrage du chantier. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Maître Alonso. Je vous donne à présent la parole, Maître Gioé, en tant qu'avocate du collectif Zéro Béton. Merci. Madame la juge de paix, Mesdames et Messieurs les jurés, je voudrais commencer par demander à Monsieur le greffier d'acter au procès-verbal de cette audience 3 points sur lesquels le collectif Zéro Béton marque son accord sans réserve. 1. La dignité humaine commande la justice. 2. Madame Diallo et les 52 personnes signataires de la pétition ont le droit légitime d'exiger des autorités publiques un logement décent et abordable. 3. Nos privilèges nous autorisent aujourd'hui à juger et à plaider, avec la responsabilité de le faire au nom des voix qui bruissent le moins fort. Et c'est précisément parce que le collectif Zéro Béton lutte en faveur de la dignité humaine, en faveur de conditions d'existence dignes
décente pour toutes et pour tous, sans privilège, que nous vous demandons de rejeter l'action en expulsion de la société germinale. Pour trancher sereinement ce litige, nous devons répondre à 3 questions. 1. Quelle est l'étendue du préjudice environnemental causé par la construction? Est-il réversible? 2. La société germinale dispose-t-elle d'une alternative crédible pour garantir un droit au logement décent et abordable à toutes et à tous? 3. Le collectif Zéro Béton est-il en état de nécessité de désobéir? Première question, l'étendue du préjudice. Le projet de la société germinale, c'est de raser 28% du béton, et non un quart, comme on tend à vous le faire croire. C'est d'arracher 6 arbres au tractopelle. C'est d'assécher l'entièreté des marais, et certes, de remplacer une partie par des bassins d'orage qui ne remplissent pas les fonctions biologiques des marais. Les conséquences de ce projet sont graves, discriminatoires et irréversibles. La gravité du préjudice, elle tient au fait que notre espèce humaine dépend d'une biodiversité riche et variée. Prenons la friche et ses espèces végétales. Elles abritent une variété de pollinisateurs dont dépend notre alimentation. De notre alimentation saine dépend notre santé. Diabète, accidents cardiovasculaires, cancer et en bout de course, notre vie. Prenons les marais. Les abords des marais sont des zones humides. Et ces zones humides remplissent 2 fonctions utiles à l'espèce humaine. Premièrement, les zones humides rafraîchissent les zones. Cela limite les conséquences dommageables du réchauffement climatique et des îlots de chaleur urbains, comme c'est le cas à l'endroit même de la friche du Marais des Cailles Blanches, qui se situe au cœur des quartiers populaires de Bruxelles, là où il n'y a plus aucun autre espace naturel. La deuxième fonction du Marais, c'est une fonction de résilience urbaine. Qu'est-ce que c'est la résilience urbaine? C'est la capacité des villes à faire face aux crises, inondations, sécheresses. Prenons enfin les arbres. Ils ont une fonction rafraîchissante, mais également une fonction de lutte contre la pollution. Leurs feuilles captent les particules fines, le dioxyde de carbone, qui finissent dans la terre. L'Organisation mondiale de la santé explique que 7 millions de personnes par an meurent des conséquences de la pollution. En Europe, c'est 1 demi-million de personnes. Et à Bruxelles, tous les voyants sont dans le rouge. Et en particulier, au cœur de Bruxelles, dans les quartiers populaires, là où se situe la friche du Marais des Cailles Blanches, dernier espace naturel au cœur de Bruxelles. Ainsi, le préjudice est grave, parce qu'il a des conséquences sur la santé, sur l'alimentation, sur la vie et sur la sécurité des habitantes et des habitants. Mais en plus, ce préjudice est discriminatoire. L'expert en environnement vous l'a expliqué, les espaces verts à Bruxelles sont inégalement répartis. Vous avez environ 8000 hectares d'espaces verts à Bruxelles, mais 70% de ces espaces sont à la périphérie de Bruxelles, dans les quartiers riches. 48% de ces espaces sont privatisés. Et les espaces restants ne sont pas toujours d'une haute valeur biologique. Pensez à un terrain de football, par exemple. La friche du Marais des Cailles Blanches est située au cœur des quartiers populaires, là où une personne sur 5 n'a pas accès à un espace vert en proximité. Là où se situe la population la plus pauvre de Bruxelles, les plus jeunes, les plus âgés, les personnes issues de l'émigration, avec ou sans papier, les femmes seules. Ces personnes sont donc surexposées aux risques de santé liés à l'environnement. Et la question de la santé, elle est indissociable à la question de la pauvreté.
le risque accru en matière de santé est une cause d'accroissement structurel de la pauvreté. Madame Delatte vous l'a dit, avec un budget limité, qu'est-ce que vous choisissez? Faire face à une situation de logement indécent, faire face à une situation de santé où votre vie est en jeu, faire face aux moisissures sur les murs, faire face à un cancer. Le préjudice de la suppression de la friche, il est grave et il est discriminatoire. De surcroît, il est irréversible. Inter-Environnement Bruxelles le précise dans une étude. Compenser une parcelle par une autre parcelle susceptible d'accueillir de la biodiversité ne pourra jamais remplacer la biodiversité anéantie. Alors il faut répondre à la première question comme ceci. Le projet de la société germinale entraîne une atteinte grave, discriminatoire et irréversible au droit à un environnement sain et en bout de course à la santé et à la vie des habitantes et des habitants de Bruxelles. Le droit à un environnement sain, ce n'est pas une exigence poétique. Le droit à un environnement sain, c'est une exigence de dignité humaine, et la dignité humaine commande la justice. Deuxième question, la société germinale dispose-t-elle d'une alternative moins préjudiciable à l'environnement? La réponse est oui. Et la société germinale abuse de son droit en choisissant la voie la plus dommageable pour l'environnement et la voie la plus dommageable pour le droit à un logement décent et abordable. Je vous explique. Le projet, c'est créer 100 logements sociaux, c'est-à-dire de répondre à la demande de 0,002% des 52 000 ménages en attente d'un logement social. À rythme constant, si les pouvoirs publics continuent de construire 174 logements sociaux comme ils le font actuellement par an, en 20 ans, la liste des ménages en attente aura doublé et passera à 100 000 ménages en attente d'un logement social. Et j'entends de part adverse qu'on me dit « c'est pas vrai, c'est pas la réalité », mais ces chiffres, ils sont établis par une étude scientifique qui a été commandée par la Commission européenne, réalisée par 3 chercheurs de l'Université de Saint-Louis, en collaboration avec la SLRB et en collaboration avec l'Institut national de statistique. Que dit cette étude? Elle explique que pour résorber cette liste d'attente, il faut socialiser le bâti existant. Et cela a été évoqué de part et d'autre. Les chiffres disponibles montrent qu'il y a environ 500 000 ménages à Bruxelles et 500 000 unités de logement. Alors certes, avec des difficultés à rénover pour certains, ça coûte cher, ça prend du temps, etc. Et tout le monde en est conscient. La socialisation du bâti, ça consiste à faire du bâtiment existant du logement social. Par exemple, les logements qui appartiennent déjà aux communes, au CPAS, au Fonds du logement, d'en faire directement des logements sociaux. Et l'autre méthode qui est mise en avant par cette étude scientifique, c'est de rendre le marché locatif privé abordable. Comment? Par une subvention des ménages, qu'on appelle une allocation loyer. Les autorités publiques subventionnent le ménage d'un montant qui équivaut à la différence entre le loyer exigé par un propriétaire privé et le tarif social dont le ménage aurait bénéficié s'il avait eu un logement social. Les avantages de cette solution, ils sont nets, selon cette étude scientifique, en termes de coûts, de délais, de potentiel de création de logements et de mixité. En France, c'est 6 millions de ménages qui bénéficient d'une allocation loyer. Pourquoi pas à Bruxelles? Les avantages. Pour un logement construit, c'est 23 ménages qui peuvent bénéficier d'une allocation loyer. Concrètement, en construisant 100 logements sociaux,
on prive 2000 personnes de la possibilité de bénéficier d'une allocation loyer. En termes de temps, la construction d'un logement social prend environ 7-8 ans. Et sur des sols marécageux, permettez-moi de douter que la société Germinal soit en mesure de remplir ses engagements à l'égard de Madame Diallo. Pour une allocation loyer, si les mesures de socialisation du bâti étaient mises en place maintenant, dans 1 an, c'est 30% de la liste d'attente qui a diminué. Au contraire, si on continue de construire des logements sociaux, mettons même 3 fois plus, on passe de 174 à 589, c'est l'hypothèse de l'étude. Dans 20 ans, la liste n'a diminué que de 14%. Alors oui, des alternatives, il y en a. Elles sont scientifiques, elles ont été communiquées aux autorités et à la société Germinal. Par ailleurs, le service de lutte contre la pauvreté préconise d'autres types de mesures. Le droit de gestion publique, les réquisitions, les luttes contre les immeubles inoccupés, les moratoires sur la construction de bureaux, la fin de la criminalisation des squats. J'entends, c'est compliqué, ça coûte cher. Ce sont toujours les mêmes excuses qui servent le plat « there is no alternative », même quand celles-ci sont établies du point de vue scientifique. Enfin, il y a une dernière mesure sur laquelle les experts, tous les deux, s'accordent et qui est indispensable, notamment si l'on recourt à la socialisation du bâti. C'est la régulation des loyers. En effet, si vous subventionnez des ménages sur la différence entre le loyer privé et le tarif social, il faut éviter que les propriétaires privés tentent de faire augmenter les loyers privés pour prendre plus d'argent. Et c'est le problème. Parce que la régulation des loyers, c'est poser une limite au droit de propriété privée. C'est aussi poser une limite aux accords habituels qui existent entre le monde politique, les sociétés de logements sociaux et des entreprises de construction. Pour ces raisons, ces voies ne sont pas retenues par les pouvoirs publics. Il y a un blocage électoral sur ces mesures. Eh bien, ce blocage électoral, il est coupable, il est illégal. L'article 2 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels impose aux autorités d'agir au maximum de leurs ressources pour garantir l'effectivité des droits économiques, sociaux et culturels, dont le droit à un logement décent et abordable. Quand la société Germinal choisit la voie la plus dommageable en matière environnementale et choisit la voie la moins efficace pour construire du logement social, pour obtenir du logement social, quand les autorités publiques s'abstiennent de prendre les mesures qui leur sont recommandées par les scientifiques, par le service de lutte contre la pauvreté, quand les autorités publiques s'abstiennent de réviser le PRAS, ils violent l'article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il faut donc répondre à la deuxième question comme ceci. La société Germinal a des alternatives moins préjudiciables pour l'environnement et qui permettent de garantir un logement décent non seulement à Madame Diallo, mais aussi aux 52 personnes signataires de la pétition, mais aussi aux 52 000 ménages qui ont le droit légitime d'exiger des autorités publiques un logement décent. Troisième question, l'état de nécessité. L'état de nécessité, c'est une cause de justification légale qui est mobilisée par une personne ou un groupe de personnes ici qui est face à un dilemme. D'un côté, violer la loi pour protéger un droit fondamental qui est en péril grave et imminent. Typiquement, cette cause de justification légale a été mobilisée à plusieurs reprises par des militants qui défendent l'environnement et qui pratiquent la désobéissance civile et a été reconnue par plusieurs juges dans le monde. Ici, nous semblons tous d'accord pour dire que le dilemme, ce n'est pas le droit à un logement décent contre le droit à un environnement sain et vice-versa.
Il faut bien comprendre ce dilemme. Le dilemme, c'est le droit de propriété contre le droit à la santé, le droit à la vie, le droit à un logement décent, le droit à un environnement sain, la sécurité des habitantes et des habitants de Bruxelles et les principes d'égalité et de non-discrimination. Voilà où elle en est la balance. Le collectif Zéro Béton avait-il d'autres moyens de défendre l'environnement? Ils ont tout essayé, Madame Jadoul vous l'a dit. Les marches, les grèves, les pétitions, la sensibilisation de la population, mais les autorités publiques considèrent que les droits humains, ce sont la variable d'ajustement de la rentabilité du sol. Merci de conclure, Maître Gioé, s'il vous plaît. Je voudrais conclure, oui. Merci. Je vais conclure sur la question de la violence et de la démocratie parce qu'elle est importante. Qui parle ici au nom de la démocratie? C'est la société germinale, qui elle-même pratique des expulsions de certains de ses locataires. La société germinale et les partenaires d'autorités publiques, qui violent leurs obligations légales en matière de réduction des gaz à effet de serre, qui violent ses obligations légales en matière de logement décent, qui violent ses obligations en matière de santé, qui violent ses obligations en matière de respect de la vie et de sécurité de ses habitantes et de ses habitants, qui violent ses obligations en matière d'égalité et de non-discrimination. Qui impose ces idées? Qui a le pouvoir d'imposer ces idées? Deuxième chose, je dois dévoiler un artifice rhétorique. Et je ne peux pas partir d'ici, Madame la juge, sans vous l'avoir dévoilé. Je n'en peux plus d'entendre ce discours qui assimile les militants à des personnes violentes. C'est le discours que Gérald Darmanin utilise contre le soulèvement de la terre, contre la Ligue des droits de l'homme. C'est un discours qui vise à silencier la contestation, à diaboliser ses opposants politiques qui militent de manière pacifiste, qui font usage de leur liberté publique. On ne peut pas instrumentaliser le mot « violence » pour réduire au silence ses opposants politiques. La violence, c'est l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui, et nous l'avons vu hier dans les rues de Bruxelles. Ce n'est pas une atteinte au droit de propriété, ce n'est pas une atteinte à la bienséance d'une audience avec quelques plantes par un collectif bon enfant. Cette conception de la démocratie qui vise à faire taire la contestation pacifique est une conception de la démocratie autoritaire, liberticide et mortifère. Face à l'ensemble de ces violations des droits humains, face à la passivité coupable des autorités publiques en matière de droit à un environnement sain et en matière de logement décent, face à la disparition de la friche du Marais des Cailles Blanches, qui est le dernier espace naturel des quartiers populaires, il faut reconnaître l'état de nécessité du collectif Zéro Béton, qui n'avait d'autre choix que d'agir. Et à vous, les habitantes et les habitants de la ville et de la terre, qui avez le privilège de juger ce soir, je vous demande de le faire avec responsabilité pour les voix qui bruissent le moins fort, et nous pourrons respirer. Je vous remercie. Merci, Maître Gioé. Nous avons à présent fait le tour de cette affaire complexe. Nous allons passer au vote du public. Puisque ce soir, silence, mesdames et messieurs, c'est vous qui allez prendre ma place. Vous avez reçu en entrant 2 cartons, un carton rose et un carton jaune. Écoutez bien. Si vous estimez que Madame Jadoul et le collectif Zéro Béton doivent être exclus de la friche pour permettre la construction de logements sociaux, vous lèverez le carton rose. Si vous estimez que Madame Jadoul et le collectif Zéro Béton ne doivent pas être expulsés, vous lèverez le carton jaune. Remarque importante, s'il vous plaît, n'applaudissez pas à l'issue du verdict. La justice n'est pas un spectacle. Oui, vous l'avez peut-être compris, mais dans un procès comme celui-ci, il n'y a pas de gagnant. Nous vous demandons donc de respecter la décision qui sera prise dans le silence. Bien, nous allons voter, enfin vous allez voter, en votre âme et conscience, communément au serment que vous avez prêté en début d'audience.
À mon signal, mesdames et messieurs, vous lèverez le carton de votre choix et vous garderez le bras levé pour permettre le comptage. Mesdames et messieurs, levez votre carton. Merci, mesdames et messieurs, vous pouvez baisser le bras. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Le jury populaire, ici présent, a décidé de rejeter la demande d'expulsion du collectif Zéro Béton de la Friche. Vous pouvez donc y rester temporairement. We've waited for this day. We shed some tears of love now, like a desert in the rain. When some of the dead are waking up, yeah. There's nobody like my mom. There's no place like my home since I was born. When I was young, the flavor is so strong. I've missed it so long, yeah.